Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Jean-Marc Ribes, vous êtes président de la BPE, la banque privée du groupe de la Banque Postale. La banque privée a été créée, la banque privée bien évidemment de la BPE, a été créée en 1963 et est présente sur l'ensemble du territoire national avec 77 implantations, 30 agences patrimoniales et 47 espaces BPE au sein des bureaux de poste. La BPE est composée de 400 collaborateurs et 63 000 clients. Bonjour Jean-Marc Ribes. Bonjour Thomas Binet. Jean-Marc Ribes, avant de commencer le grand entretien d'Oser Investir, est-ce que la présentation que je viens de faire de la BPE est cohérente, complète, ou vous souhaitez commencer en rajoutant quelques éléments? Écoutez, elle est tout à fait complète. Votre présentation met bien en avant toutes nos implantations, sachant que nous avons des implantations parisiennes et des implantations régionales. Donc nous sommes très présents dans les métropoles régionales. Donc nous sommes une banque privée parisienne et une banque privée des territoires. Et ça, c'est très important. Quand on est une banque privée, il ne faut pas négliger les territoires, les moyens, les grands et les petits territoires. Donc, nous sommes implantés à travers nos espaces BPE dans les bureaux de poste, bien évidemment, dans des villes de taille moyenne où souvent il n'y a pas de banque privée. Alors, une banque privée, c'est pas une banque comme les autres. On est bien d'accord. Juste avant de commencer ce grand entretien où on va partir sur des éléments macro et micro par la force des choses, puisque c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous recevoir dans Oser Investir, est-ce que vous pouvez nous préciser la distinction qu'on peut faire justement entre une banque privée et une banque traditionnelle? Alors, une banque privée, je dirais que c'est une banque traditionnelle plus des produits et des services à valeur ajoutée. C'est là toute la différence. C'est-à-dire qu'une banque privée fournit aux clients les mêmes produits qu'une banque de détail classique, mais en plus, elle s'adresse à une clientèle donc avec un patrimoine plus important pour faire de la gestion de patrimoine et de la gestion de fortune, avec des experts métiers en gestion de fortune, en gestion sous mandat, en titres et en ingénierie patrimoniale. Donc, ce sont des produits et des services à valeur ajoutée pour une clientèle beaucoup plus demanderesse, en fait, de conseils patrimoniaux pour gérer leur épargne. Alors, pour contextualiser notre grand entretien, nous sommes dans une période où on va sortir du confinement, pour ceux qui auront l'occasion de nous écouter dans quelques mois, pour qu'ils resituent notre échange aujourd'hui. On va sortir donc dans quelques jours du confinement. Alors, ma première question, c'est justement comment jugez-vous cette situation économique et sociale durant cette période dont on va sortir? Alors, la situation est extrêmement compliquée et elle est surtout inédite et elle a pris de court tous les pays dans le monde entier. L'économie mondiale, on le sent aujourd'hui, repart un petit peu dans certains pays, mais je pense surtout à la Chine. Mais dans la plupart des pays, elle est à l'arrêt. Et en ce qui concerne la France, pour parler de notre pays, c'est totalement à l'arrêt. 60% aujourd'hui des entreprises sont impactées, des commerçants, les TPE, les petites entreprises sont fortement touchées. Vous savez, on se disait, j'étais sur votre antenne il y a 3 semaines, on avait à l'époque 8 millions de chômeurs au chômage partiel il y a 3 semaines. Aujourd'hui, nous sommes à 11,3 millions de chômeurs au chômage partiel. Depuis le début du confinement, l'économie marchande a baissé de 49%, la consommation des ménages a baissé de 33%, la construction moins 79%, l'hôtellerie, la restauration quasiment 100%. Il n'y a que l'industrie qui s'en sort le moins mal possible avec 39% de baisse d'activité. La moitié des salariés aujourd'hui se trouvent dans une entreprise qui a arrêté ou qui a diminué son activité fortement. Donc c'est totalement inédit. Ce qui fait que la France aujourd'hui est réellement en récession. Donc la situation économique n'est pas bonne. Elle n'est pas encore en dépression et les États font tout, on y reviendra tout à l'heure, pour qu'elle ne tombe pas en dépression économique, mais elle est malgré tout en récession. Et bon nombre de secteurs sont touchés, rares sont les secteurs qui ne sont pas touchés. Donc on peut s'attendre à beaucoup de faillites dans les semaines, dans les mois à venir. Je dis bien les mois, ça peut durer bien sûr sur l'année 2021 également, car bon nombre d'entreprises qui n'étaient pas suffisamment solides avant vont se retrouver encore plus impactées par la crise, s'en sortiront celles qui étaient les plus solides, celles qui avaient des liquidités, celles qui avaient en fait des fonds propres. Alors, tout cela va malheureusement engendrer des problèmes sociaux, voire des problèmes humains, et des problèmes humains qui
qui risque d'être bien sûr dramatique. Et donc, il faut éviter une crise sociale et surtout se mobiliser dès à présent, dès ce déconfinement progressif, si vous voulez, pour consommer et aider les plus vulnérables. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je voudrais qu'on évite surtout que certains n'aient plus rien à perdre. Le jour où une frange de la population n'aura plus rien à perdre, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Des mouvements sociaux, se rebeller contre l'État, se rebeller contre ceux qui travaillent. Et puis quand on n'a rien à perdre, ben souvent on a faim, on n'a pas d'argent pour nourrir sa famille et on risque de tomber dans un désastre humain dramatique pour la population française, en tout cas pour une partie de la population française. Donc cette crise... Oui, pardon, Jean-Marc. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qu'on a. Certains d'ailleurs ont pris la parole sur ce sujet en disant, par exemple, que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas une vague, mais une vaguelette par rapport à ce qu'on risquait de découvrir à l'issue de cette période. C'est un peu à ça que vous faites référence? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il ne faut pas sous-estimer ce mouvement des Gilets jaunes, mais ce mouvement peut repartir à tout moment. Il pourra repartir à tout moment parce qu'une partie des personnes qui n'étaient pas des Gilets jaunes vont finalement se retrouver dans un profil de gilet jaune parce qu'ils auront perdu leur emploi, parce qu'ils pourront faire un repas par jour au lieu de 2, parce qu'ils ne pourront pas nourrir leurs enfants. On le voit aujourd'hui avec la problématique des écoles. Si les écoles ouvrent, elles ouvrent aussi pour que les parents puissent aller travailler, mais également pour soutenir des familles qui ne peuvent plus donner à manger à leurs enfants le midi, qui peuvent plus, parce que la cantine arrangeait bien les parents, aujourd'hui il faut qu'ils payent des repas et certains ne le peuvent pas. Et quand vous n'avez plus rien à perdre, vous vous rebellez. Et donc le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement avec une crise sociale très forte qui peut repartir à tout moment. Alors, on a vécu il y a quelques années, en 2008 pour être précis, une crise qui était déjà considérée comme une crise sans précédent, quelque part. On est en train d'utiliser les mêmes vocables, on est en train de dire que la crise actuelle de 2020 est une crise sans précédent. En quoi est-elle différente de celle de 2008, la crise d'aujourd'hui? Alors, en 2008, alors elle est très différente en fait. Elle n'a rien à voir avec la crise de 2008, mais elle est beaucoup plus dure que celle de 2008. En 2008, il s'agissait d'une crise financière. Rappelons-le, cette crise financière était liée aux subprimes, les fameux subprimes donc aux États-Unis, et cela avait engendré une crise de liquidité. Une crise de liquidité et la faillite de certaines banques. Vous vous rappelez peut-être en Angleterre, une banque qu'ils appelaient Northern Rock, où les clients faisaient la queue sur les trottoirs pour pouvoir retirer leur liquidité et la banque avait fermé. Elle avait déposé le bilan. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques se font confiance. Les banques centrales ont mis en place des dispositifs extrêmement puissants pour assurer la liquidité bancaire. Et donc, le système bancaire aujourd'hui est beaucoup plus solide qu'en 2008. Et le marché interbancaire qui avait été fermé en 2008 parce que les banques ne se prêtaient pas entre elles, elles ne se faisaient pas confiance entre elles en 2008, les banques. Aujourd'hui, elles se font confiance et le marché interbancaire n'a pas du tout été fermé. Donc nous sommes bien dans une récession et nous sommes face à deux chocs. Nous sommes face à un choc d'offres. Un choc d'offres parce que nos entreprises ne sont pas ou plus en capacité de produire. Et puis un choc de demande car le confinement empêche de consommer. Vous êtes confiné, donc vous ne pouvez pas sortir, les commerces sont fermés, vous ne consommez pas. Donc, l'impact, en fait, sur l'économie va dépendre de la durée du déconfinement, de la durée du confinement. Mais quand on parle de déconfinement, il faut bien, on commence déjà à avoir l'exemple avec certains pays, notamment avec les pays scandinaves, le Danemark et la Suède, on voit bien qu'il ne suffit pas d'ouvrir les boutiques dans des centres-villes pour que les consommateurs aillent acheter des produits. C'est très compliqué, hormis les produits alimentaires. Donc, il y a toujours cette peur de consommer, mais cette peur d'aller voir les différents commerces, de vouloir acheter des marchandises. Donc l'activité économique s'effondre davantage aujourd'hui qu'en 2008. Donc ça n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus profonde. Et d'ailleurs, le produit intérieur brut des différents pays est en forte baisse, ce qui n'était pas le cas en 2008. On avait vraiment une crise financière avec le système financier. Et d'ailleurs, les autorités de tutelle, la Banque centrale européenne à l'époque, la Banque centrale américaine, la Fed, ont mis vraiment des dispositifs en place depuis 2008 pour que les banques consolident leurs fonds propres, pour que les banques aient de la liquidité pour éviter cette catastrophe. Donc on s'aperçoit finalement que 12 ans plus tard, heureusement que cette crise financière nous a permis de réguler un certain nombre d'établissements bancaires et puis de pouvoir être beaucoup plus solide. Donc il n'y a pas de crise financière, la crise est très très différente. On est dans une crise sanitaire qui devient une crise économique, tout en restant encore malheureusement une crise sanitaire. Pas de crise financière. Espérons que cette crise économique ne deviendra pas une crise sociale. Le gouvernement a été amené à prendre des mesures durant cette période. Il serait très probablement amené à en prendre d'autres après la fin de ce confinement.
Comment jugez-vous les mesures qui ont été prises durant ces 6 semaines? Alors, on peut dire que le gouvernement a dû réagir vite, a dû réagir très vite. Il faut bien avoir en tête que l'économie française, chaque jour, perd 2 milliards d'euros, ce qui est énorme. Un récent calcul montrait que jusqu'au 11 mai, 60% de cette somme, donc 60% des 2 milliards d'euros par jour, sera compensé par l'État et est déjà compensé par l'État. Report de charges, chômage partiel, PGE, aides, subventions diverses. Si on fait un calcul en 8 semaines, la baisse du revenu national français est de 120 milliards d'euros. C'est une perte de 120 milliards d'euros. C'est inédit. Pour chaque pays européen, c'est la même chose. Alors, le gouvernement, bien sûr, a créé un fonds de solidarité doté de 7 milliards d'euros pour aider les petites entreprises, les indépendants, les micro-entrepreneurs, avec, bien sûr, des sommes qui sont non imposables. Il y a eu des reports de paiement de factures d'eau, d'électricité, de gaz. Il y a eu, pour les professionnels, un report du paiement des impôts directs également. Donc, une mobilisation de l'État français jusqu'à 300 milliards d'euros, ce qui est inédit, pour garantir des lignes de trésorerie bancaire dont les entreprises auraient besoin. Et enfin, je dirais que pour les particuliers, n'oublions pas la prolongation du versement d'allocations d'assurance chômage pour les demandes d'heures d'emploi qui sont en fin de droit. Donc, il y a vraiment eu des mesures extrêmement puissantes financièrement et socialement pour aider les entreprises et les particuliers, donc les acteurs économiques, à s'en sortir. Quand vous perdez en 8 semaines 120 milliards d'euros et que vous ne savez pas combien vous allez perdre durant les 8 prochaines semaines, c'est extrêmement compliqué. L'économie française, Jean-Marc Ripp, s'est probablement contractée de 6% donc au premier trimestre 2020 selon la Banque de France, signant ainsi sa pire performance depuis l'après-guerre. Aujourd'hui, on est à plus de 11 millions de chômeurs en temps partiel. Dans Osez investir l'hebdo, j'annonce toutes les semaines 1 million de plus. Il est très probable que dimanche prochain, j'en annoncerai 2 de plus sur cette semaine. Donc, on est dans une situation qui est extrêmement tendue sur le chômage, avec son coût également. Ça concerne également 3 millions d'entreprises, très concrètement, qui sont touchés par ça. La France, donc vous le disiez tout à l'heure, est rentrée techniquement en récession. On veut éviter la dépression. Comment peut-on se relever de cela très objectivement? Je ne vais même pas parler à court terme, parce que les effets ne sont pas seulement à court terme, ils vont être à moyen et à long terme. Comment on va faire pour s'en relever et puis combien de temps ça va prendre surtout? Alors, c'est une question extrêmement difficile parce que, effectivement, vous avez raison, le PIB a fortement baissé et on s'aperçoit que chaque semaine, le PIB baisse encore plus. On a eu les chiffres aux États-Unis ce matin, du premier trimestre, plus de 7% de baisse aux États-Unis, ce qu'on n'avait jamais vu depuis très longtemps. Alors, il faut rappeler que l'évolution du produit intérieur brut, donc du PIB, sera très liée au scénario de sortie de la crise sanitaire. Et puis un retour à la normale ne sera pas immédiat. Il ne faut pas se leurrer, c'est un choc économique. Il ne suffit pas de déconfiner et de dire qu'à partir du 11 mai, ça va redémarrer, comme de dire qu'à partir du mois de septembre, ça va redémarrer. C'est beaucoup plus profond que ça. Et puis, n'oublions pas que la reprise dépendra aussi de la situation de nos partenaires mondiaux, nos partenaires européens, bien sûr, mais des États-Unis et de la Chine. Et concernant les États-Unis, nous n'avons absolument aucune visibilité aujourd'hui. Donc, il est bien sûr raisonnable de refaire partir la machine économique pour éviter de tomber en dépression, mais ce redémarrage se fera, je pense, en fonction des secteurs d'activité, évidemment. Certains auront plus de facilité à repartir que d'autres, et puis également de l'appétence des Français à consommer. Donc, nous avons tous une responsabilité et un devoir de solidarité pour relancer la machine économique, mais ça va être très long. Le gouvernement pilote par ordonnance et par décret. C'est évidemment une situation d'urgence qui implique cette façon d'agir. On observe du coup que ce qui était compliqué hier, on sait qu'à peu près entre l'idée d'une loi et son application, il faut compter en France pas moins de 12 mois en général, dans le meilleur des cas. Donc on s'aperçoit que ce qui était compliqué devient plutôt facile à obtenir aujourd'hui. La preuve étant, j'en prends pour exemple les actes de vente qui désormais peuvent être signés à distance. Est-ce que ça signifie que la France doit obtenir ces changements structurels qu'au prix de crise en définitive? Alors, je crois qu'il faut agir vite et c'est ce que font tous les gouvernements et le gouvernement français agit vite. Alors, selon le proverbe, la nécessité fait loi.
Et je crois que nécessité fait loi, bien évidemment. On peut rappeler quand même que des ordonnances pour encaisser le choc ont été prises, des ordonnances sanitaires, puis économiques, puis sociales. Donc nous ne sommes qu'au début de la crise, donc il a fallu agir vite. Rappelons aussi que le gouvernement français a aménagé donc, le droit du travail, avec une certaine flexibilité sur les comptes épargne-temps, sur les RTT, sur les comptes payés. Il y a eu également des mesures complémentaires de soutien aux entreprises. Donc, cette crise, finalement, remet en question et va remettre de plus en plus en question notre façon de travailler, notre organisation, nos relations humaines, peut-être d'ailleurs une vision de la vie différente. Donc, la crise accélère la prise de décision et finalement fait oublier des vieux schémas classiques d'orthodoxie obsolète qu'on peut trouver d'ailleurs dans toutes les entreprises. Donc, il faut agir vite. Et aujourd'hui, il faut privilégier dans ce monde l'agilité. Cette agilité, le gouvernement y fait face. Toutes nos entreprises y font face ou doivent y faire face en tout cas. Moi, je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, la banque que j'ai le plaisir de diriger, chez BPE, nous avons revu pendant ce confinement un certain nombre de process. On les a transformés, on les a allégés pour gagner en rapidité, sans dégrader la qualité pour les clients et pour leurs bénéfices. Donc, finalement, on s'aperçoit que on a été très réactif, l'activité de BPE ne s'est jamais arrêtée, on a eu une très grande proximité auprès de nos clients, les clients étaient ravis de cette proximité, et donc agir vite au sein d'une entreprise, agir vite au sein d'un gouvernement, c'est essayer d'amoindrir le choc économique de cette crise. Alors, vous venez de nous rappeler que vous êtes le président de la BPE, donc la banque privée de la Banque Postale. Comment vous estimez aujourd'hui les premières conséquences sur vos clients particuliers, les holdings, les SCI patrimoniales, pour autant qu'elles soient à vivre les choses de la même manière? Alors, nous avons beaucoup de clients, effectivement, donc des clients privés, des clients dans l'immobilier, propriétaires de SCI patrimoniales. Donc, nos clients propriétaires de murs dans l'immobilier qui ont des locataires qui ne peuvent plus payer provisoirement parce que leur activité a cessé provisoirement également. Nous avons aidé nos clients. Nous les avons aidés, nous reportons leurs échéances de crédit, nous les accompagnons, nous avons reporté les échéances de crédit jusqu'à la fin du mois de septembre, et puis nous verrons au mois de septembre, en fonction de la reprise, si elle est là, si les locataires peuvent payer leur loyer, sinon nous continuerons à les aider, bien évidemment. Alors, ça, ce sont nos clients qui ont ces difficultés et qui ont besoin d'une banque privée comme la nôtre pour reporter leurs échéances. Ça, c'est la partie crédit. Bon. Dans une banque privée, vous avez également la partie épargne. Alors là, c'est tout à fait différent. Nous avons des clients épargnants qui souhaitent diversifier donc, leur patrimoine et qui recherchent aussi la sécurité. C'est sûr que quand vous êtes BPE, la banque privée du groupe, la Banque Postale, la Poste, vous êtes une banque privée d'une banque d'État, donc bien évidemment, il y a une solidité à toute épreuve. Et aujourd'hui, nos clients souhaitent épargner donc, chez BPE pour au moins retrouver la garantie de leur capital. Souvent, les clients nous disent, nous en avons tous les jours au téléphone, ils nous disent « je ne cherche pas à faire du rendement pour l'instant, je cherche à protéger mon capital ». Voilà. Donc, on sent bien cette épargne de précaution aujourd'hui. D'ailleurs, cette épargne de précaution, elle s'élève à 55 milliards d'euros depuis la crise, et on parle de 100 milliards d'euros en septembre. Et ce sujet-là sera un vrai sujet pour la relance de l'économie, parce que cette épargne est une épargne de précaution, certes, mais elle doit être aussi une épargne d'investissement. Le ministre de l'économie et des finances espère également, il l'a redit encore ce matin dans un quotidien économique, qu'il fallait que cette épargne ne soit pas que de l'épargne de précaution. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas tous les éléments pour le dire, et nous espérons qu'une partie de cette épargne pour ces clients-là, et c'est ce que nous faisons tous les jours chez BPE, nous conseillons nos clients avec nos professionnels en ingénierie patrimoniale et en gestion de fortune pour essayer de diversifier leur patrimoine. Donc on essaye d'adapter des offres de placement à leur profil de risque, parce qu'aujourd'hui, certains épargnants n'ont pas été touchés financièrement par la crise, et ne sont pas dans une problématique de crédit, mais sont plus dans une problématique d'épargne. Sur quel type de support, dans le contexte actuel, doit-on aller, selon vous, à la lecture des événements que nous vivons tous ensemble? Alors, la question est très large. En fait, si la crise de 2008 nous a fait prendre conscience qu'il n'y a pas d'actifs sans risque, la période actuelle nous rappelle qu'il n'y a pas non plus de panacée en matière d'allocation d'actifs. Très clairement, la résilience d'un patrimoine face aux évolutions des marchés repose sur sa diversification, et c'est ce que nous avons toujours prôné chez BPE bien avant la crise, diversifier votre patrimoine.
Donc c'est un subtil dosage et d'équilibre entre les placements, jusqu'où je suis prêt à prendre des risques, est-ce que je veux mon portefeuille à autour de 10% actions, 30% actions, 60% actions. Chaque question va être posée avec chaque client. Donc pour chaque personne, la question fondamentale est celle de la répartition la plus adéquate possible entre ces différents actifs. Donc tous les supports actuellement peuvent être pertinents, que ce soit les actions, l'immobilier, les fonds structurés, les produits de taux. Donc chacun a ses qualités et ses contraintes. Donc nous pensons que l'allocation pertinente en fait des actifs d'un client ne dépend pas d'un catalogue de prêt-à-porter patrimonial, mais ça doit plutôt être défini en fonction des projets de vie du client et de sa famille, de sa sensibilité au risque bien évidemment, et puis de l'horizon de placement. Est-ce que c'est sur du court terme, du moyen terme ou du long terme? Donc, on peut effectivement avoir une épargne de précaution qui demeure, j'ai envie de dire, la base de tout patrimoine, mais elle doit rester mesurée parce que l'épargne de précaution va être ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon bancaire, l'épargne bancaire. Donc, c'est le compte courant qui rapporte rien ou les comptes livrets qui rapportent quasiment rien aujourd'hui, mais c'est disponible. C'est disponible. À long terme, c'est une perte de rendement parce que par rapport à l'inflation, vraiment, le pouvoir d'achat s'érode de jour en jour, mais au moins, c'est une épargne liquide. Donc, avoir une partie de ces placements d'épargne liquide, donc bancaire, ça a du sens. Le marché des actions, lui, est bien évidemment, si on regarde l'histoire, est porteur d'une performance sur le long terme, mais la récurrence des dividendes représente une part importante de ce rendement de long terme. Donc, quid de la distribution des dividendes post-crise coronavirus? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, nous, ce que nous conseillons chez BPE, c'est que la baisse des taux d'intérêt a rendu beaucoup plus attractif le marché des actions et que l'investissement en actions doit être progressif. D'ailleurs, un CAC 40 à 6100 dans la crise. Aujourd'hui, nous sommes plutôt à 4006 presque, 4007, qui remonte. Nous avons eu beaucoup de clients qui ont commencé à acheter à 4000, à 4100, à 4002, progressivement. Donc, c'est toujours le conseil que nous donnons aux clients. Et puis, nous avons également alors c'est un peu plus technique, mais nous avons des gestionnaires qui gèrent ce qu'on appelle la gestion sous mandat, ce sont des mandats de gestion qui sont confiés, et donc ce sont des professionnels, donc par exemple chez BPE, qui gèrent pour le compte de clients, donc qui ne sont pas forcément très avisés, ou qui n'ont pas le temps tous les jours de gérer leur patrimoine, mais avec un devoir de conseil à minima qui leur permet de comprendre ce qu'ils achètent, parce que c'est toujours très important de comprendre ce qu'on achète, où on investit, sur quelle durée on investit. Et donc là, on est très proche de nos clients. Après, vous avez des placements structurés, je pense, structurés comme les EMTN. Bon, ça, c'est une alternative assez intéressante. Il y a une certaine protection du capital, mais c'est beaucoup plus pour des clients avisés. Donc, on a plusieurs produits de taux, produits structurés, actions, épargne bancaire, bien adaptés dans un équilibre correct d'un portefeuille client. Et puis, enfin, je parlerai de l'immobilier, l'investissement locatif, donc dans l'immobilier locatif qui occupe aujourd'hui une place importante dans les placements de long terme. Bien évidemment, je pense aux SCPI. Les SCPI, vous avez différentes SCPI. Là, bien évidemment, il faut placer sur des SCPI qui ont de la bonne diversification, qui ont des locaux commerciaux, des bureaux, des logements meublés, une diversification qui fait qu'il n'y a pas trop de risques avec une SCPI qui serait trop investie, par exemple, sur du bureau uniquement et qui pourrait être contrainte demain en fonction des éléments d'aujourd'hui et de demain avec le développement du télétravail, souffrir un petit peu. Est-ce que vous avez un bon conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour bien gérer son patrimoine aujourd'hui? Le conseil, c'est de reprendre son patrimoine, de regarder en l'état actuel la diversification de son patrimoine. C'est déjà faire un diagnostic de son patrimoine. Donc, le conseil, c'est d'aller voir son banquier expert et faire un diagnostic de son patrimoine. Une fois que le diagnostic est posé, discuter avec le professionnel banquier, donc avec son gérant de fortune, pour, si le client veut allouer différemment ses actifs souscription, discuter avec son banquier pour voir s'il n'y a pas d'autres opportunités actuellement ou des arbitrages à faire en fonction de son appétence au risque, en fonction de la durée de placement, évidemment, et puis en fonction des différents secteurs d'activité aussi, puisque les secteurs d'activité avant la crise coronavirus vont évoluer un peu différemment qu'après la crise. C'est certain que quand vous êtes dans des secteurs d'activité comme la restauration, l'hôtellerie, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous êtes dans un secteur d'activité comme la santé aujourd'hui.
Jean-Marc Rieb, dernière question dans ce grand entretien. Est-ce le moment d'acheter en bourse? Est-ce que vous le feriez, vous? Alors, oui. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Parce que d'abord, il faut bien se rappeler que les soubresauts des marchés financiers, et plus particulièrement des marchés boursiers, créent des points d'entrée. Très intéressants pour valoriser son patrimoine et pour le valoriser à long terme. C'est un investissement à long terme. La bourse, si vous voulez, il ne faut pas y rentrer et regarder tous les jours comment évoluent les actions de son portefeuille. La bourse, c'est un investissement sur 7, 8, 10 ans. Donc, moi, je suis pour l'achat en bourse progressif. C'est-à-dire que vous voyez, les conseils que nous avons donnés à nos clients quand le CAC 40 est tombé à 3008, 4000, c'est d'acheter progressivement. Donc, vous achetez un peu à 3008, à 4000, à 4100, à 4002 et vous montez progressivement. Donc, l'achat progressif est le meilleur moyen d'investir en bourse. Voilà. Mais surtout, c'est un investissement à long terme. Et investir en bourse, c'est investir la partie de son épargne dont on sera certain qu'elle ne sera pas liquide. C'est de l'argent illiquide. Alors, vous pouvez toujours vendre une action, mais si elle a baissé, vous perdrez par rapport à la valeur nominale de votre action. Donc, en fait, vous pouvez très bien immobiliser une partie dans un PEA, par exemple, donner un mandat de gestion à la banque, c'est ce que nous faisons nous, chez BPE, parce que PEA, c'est à partir de 150 000 euros, pardon. Et donc, à partir de là, donc, d'investir. Donc oui, moi je conseille de le faire. Mais de ne pas attendre que le CAC remonte à 5005 s'il devait monter à 5005. On arrive au terme. Jean-Marc Rieb, je termine habituellement ce grand entretien avec une question, toujours la même pour tous nos invités. Donc vous n'allez pas déroger à cette règle et à cette invitation. La question est la suivante. Si vous aviez fait un rêve, quel serait-il? Alors lié bien évidemment à votre secteur d'activité, au contexte actuel, à quoi vous rêvez de très fortement dans la période que nous vivons? Alors écoutez, je crois qu'on peut rêver aujourd'hui. Moi, je rêverais, bien sûr, je rêverais d'une reprise le plus rapidement possible, mais je ne vais pas vous donner ce rêve-là. Moi, je rêverais surtout à une solidarité de la part de tous les acteurs économiques, parce que dans les acteurs économiques français aujourd'hui, vous avez ceux qui n'ont pas été touchés financièrement par la crise, dont je fais partie, dont les banquiers font partie, dont les assureurs font partie. Voilà. Et vous avez des gens qui sont extrêmement touchés par la crise. Donc nous avons un devoir solidaire, en fait, pour aider, pour consommer, pour aider la machine économique à repartir. Donc j'espère que l'égoïsme des uns et des autres tombera. Je n'en suis pas sûr, je l'espère. C'est un rêve. Voilà, et que nous pourrons aider ceux qui ont vraiment besoin. Et je pense que BPE, c'est la filiale de la Banque Postale, et notre devise, Banque Postale, c'est banque et citoyenne. Ce n'est pas que banque, c'est aussi citoyen. À qui il vous écoute. Merci Jean-Marc Rieb. Je rappelle que vous êtes le président de la BPE, la banque privée du groupe La Banque Postale. Merci de nous avoir rendu visite dans le grand entretien Oser Investir. Et puis surtout, revenez quand vous voulez. Merci à vous. Merci beaucoup Thomas Binet, merci beaucoup. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.